Bon, alors vous pouvez manger et boire, bien sûr, évitez de faire trop de bruit avec les papiers. Je suis en retraite, mais j'ai fait ma carrière dans les volcans. Et dans les volcans, généralement, les gens qui travaillent dans les volcans ne sont pas tout à fait d'accord. Je vais vous montrer des choses. On vous parle de volcans explosifs et effusifs, mais en réalité, les volcans n'explosent pas. Ils sont rongés par l'acide et puis ils descendent sur les cours. Alors, on a deux films et puis deux PowerPoint. Alors, j'ai une thèse de géologue, et j'ai fait une thèse également sur les gaz magmatiques. Et après, j'ai travaillé dans les industries de très haute température. Qui sont gouvernements. On va démarrer avec ça. On va être sur l'état. Sur l'état, ça c'est pour mon patron. Partie de rugby, jamais disputée sur un volcan en activité à 3000 mètres d'altitude. Volcanologue français contre volcanologue italien. On ne sait pas qui a gagné. Là, je suis en train de faire un Vous avez igloo. vu qu'on a pu ouvrir la porte avant même que la voûte soit terminée. Et lorsque la voûte est réellement terminée, la construction est d'une solidité incroyable. Parce que sur l'Etna, il y a un vent à 130 à l'heure et les tempes ne tiennent pas. Elles sont donc on vit dans des igloos. Qu'est-ce qu'il y a après? Sans que l'on chauffe l'intérieur d'un igloo est à une température d'environ 0 degré, même quand il fait moins 30 ou moins 40 à l'extérieur. Dès qu'on allume les réchauds pour faire la cuisine, il fait trop chaud. Alors là, on est sur l'Etna en 1969. C'est un petit trou qui fait des pulsions de gaz. Alors quand vous jouez avec une toute petite flûte, ça fait un son très aigu. Quand vous jouez avec une flûte qui est très longue, ça fait un son très grave. Ben là, le trou, il faisait un son très très grave et on a calculé la profondeur du trou et vous verrez à la fin du film, je suis descendu dans le trou qui s'était écroulé. Donc là, c'est des perches qui ont été fabriquées au CEA sur le plateau de Saclay et on mesure la vitesse du gaz, on mesure, vous voyez la recrudescence périodique, ça fait comme un tuyau d'orgue très long, on enregistre dans une petite tente. Et puis on faisait également la mesure de température, la mesure de pression avec des appareils. Et l'hélice, elle a été cassée. Ça c'est Pierre Vedlot, un ingénieur du CEA. Là, je suis en train de mettre des petites bouteilles sur des petites valves avec des commandes pour prélever le gaz à l'intérieur du trou, pour analyser ces gaz et voir comment ça variait.
C'est-à-dire qu'on ouvrait toutes les valves en même temps, et comme on aspirait avec une pompe, le flux a été très fort, et il nous a tordu le tuyau. Là, on est en train de tester un système pour descendre avec une bouteille de gaz, mais après, on va mettre un système qui a été fabriqué au laboratoire. On le descend à l'intérieur du cratère de l'Etna. Donc ça, c'est la nuit. Vous voyez qu'il y a des flammes qui sortent. Alors ça brûlait, et puis on a eu une grosse tempête de neige. Alors la tempête de neige, elle a complètement écrabouillé nos tentes, les groupes électrogènes. Là, on est en train de chercher les groupes électrogènes en tirant les câbles. Et puis on brûle les tentes sur le sommet de l'Etna. C'est moins polluant que si on les mettait dans un déchet. Et puis après, on va s'amuser avec les morceaux pour faire une descente. Et la partie que vous voyez plate là, c'est sous la Boca Nuova, et après, ça s'est écroulé. Ça, c'est en 1971, c'est mon beau-frère qui est en train de m'équiper, et j'ai un home, une tenue en amiante, et puis les cailloux qui sortent du cratère me tombent dessus, mais c'est des cailloux qui sont mous, qui sont encore en fusion. Hein, si vous prenez un caillou sur la tête, il vous casse la tête, et si vous prenez une boule de pain, quand vous faites du pain à la maison, ben, la pâte s'écrase. Et ça, c'est un appareil pour mesurer la vitesse, puis on s'est trompé, toute l'eau s'est inspirée. Là, on est sur un lac de lave en Éthiopie. Alors, on a étudié, c'est le magma qui monte, qui est à l'air libre, et j'ai inventé des appareils pour analyser tous les gaz qui sortent du magma. Maintenant, les jeunes, ils font des mesures à distance, mais là, on avait un bilan complet de tous les gaz qui sortent des magmas. Là, j'avais fait un tuyau avec des petits trous, et puis finalement, ben, le tuyau, quand on plongeait dans le lac, il a été complètement aspiré par le magma, parce qu'il était froid, et la lave se collait dessus et bouchait le trou. Et finalement, le tuyau est parti à l'intérieur du lac. Là, on appelle ça l'ornitho, c'est un petit cône. Dessous, il y a le magma qui bouillonne. Et là, on fait des prélèvements de gaz à partir d'un tuyau. Alors, à l'époque, on utilisait un tuyau en inox. Puis après, vous allez voir, j'ai utilisé un tuyau en silice pour voir comment le gaz magmatique se... Ça, c'est en Afrique, le Nyiragongo. C'est un lac de lave également, qu'on a étudié. Et je suis descendu pour faire les prélèvements de gaz. Je ne voulais pas descendre parce que ça débordait de temps en temps. Et puis finalement, Taliev m'avait dit, eh ben, tu donnes ton matériel à un copain qui va descendre. Et finalement, ben, je suis descendu. Et là, vous voyez la bouche sur laquelle on travaille. Donc, on récolte les gaz et on va les analyser au laboratoire. Alors, quand on récolte les gaz dans des petites bouteilles, ben, ils se transforment parce qu'ils se refroidissent, ils changent de composition. Donc, après, là, je suis sur le plancher, je suis vers le lac, en attendant que les copains viennent. Mais après, on a inventé des appareils avec des petites minutes. Voilà, sur le Merapi, en Indonésie, ça c'est une nuée ardente. Alors, une nuée ardente, c'est quoi? Ben, c'est un écroulement de roches incandescentes